Alors bonsoir, je suis le docteur Michael Sigorov, je suis psychiatre. Bonsoir, je suis le docteur Clara Rupertus, je suis Voilà. psychiatre aussi. Et du coup, on a fait une vidéo sur les troubles bipolaires et franchement, il y a deux, trois questions, remarques que j'ai trouvées pertinentes. Enfin, il y a quasiment tout, hein. Hmm. Mais je pense que ça valait le coup de faire la suite. La question, c'est, pour ma part, j'ai un gros trouble anxieux et malgré beaucoup de travail, je ne m'en sors pas. On dit que c'est une pathologie qui se soigne très bien. Mon cul, vous avez beaucoup de gens en souffrant. Ah bah oui. On a même les chiffres, hein. Je pense que l'anxiété, bah, en plus, l'anxiété, c'est même pas juste qu'il y a beaucoup de gens en souffrance, c'est que je pense que quasiment tous nos patients souffrent d'anxiété. Alors là, il parle de troubles anxieux. Ah, pardon, Donc c'est pas pareil. excusez-moi. Donc il y a la définition anxiété. Tu vois, même par exemple, mon anxiété, je veux pas la perdre. Hmm. Ça ne me pose aucun problème. Je n'ai Hmm. aucun problème d'anxiété. Hmm. Je me sens angoissé avant d'aller chez mon prof de musique Hmm. parce que je joue comme une merde. Et du coup, je bosse jusqu'à être moins angoissé. C'est que ça tout le temps. Je veux dire, je ne pourrais pas vivre sans être anxieux. Ça me pose aucun souci. Et après, il y a l'anxiété où tu patauges un peu, tu es trop angoissé. Hmm. Et après, il y a le trouble anxieux clinique comme étant un état Hmm. défini comme pathologique, machin. Trouble bipolaire, c'est 80% des gens qui ont un trouble anxieux associé. Oui, c'est ça, mais en fait, c'est Donc qu'il y en a c'est tellement que c'est plus, on a peu de gens qui n'en souffrent pas. Bah, c'est ça. On a peu de gens qui ne souffrent pas, c'est un facteur modérateur à la réponse qui est massif. Donc en fait, Hmm. typiquement, moi, quand je témoigne, je devrais dire j'ai un trouble bipolaire qui est léger, Hmm. ne serait-ce que parce que j'ai pas de comorbidité anxieuse, Hmm. parce que ça change complètement la donne. Ouais. Donc oui, on a plein de patients qui en souffrent. Le traitement de référence de base, c'est la TCC. Mais on est d'accord que c'est pas facile à Mais soigner. c'est pas facile à Hmm. soigner. Si la TCC marche pas, à mon avis, après, c'est un truc de troisième vague, Hmm. avec plus de tolérance Oui, aux manifestations anxieuses. c'est ça. Donc là, c'est pleine conscience, mindfulness, machin, ce que tu veux. À mon avis, c'est indispensable de faire ça, honnêtement. Et puis, bah, il y a des traitements pour l'anxiété quand c'est trop handicapant. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux, je pense, d'essayer de traiter par la thérapie que par les traitements médicamenteux, parce que ça reste une pathologie où le traitement uniquement par thérapie, psychothérapie est possible. Alors ça, tu sais pas, est-ce que le traitement psychothérapeutique unique dans les troubles anxieux comorbides de troubles bipolaires, c'est quoi le Ah truc en bah, plus là, on parlait pas de la comorbidité trouble bipolaire, Ah c'est oui, toi qui en merde, as c'est parlé. moi je pars du principe qu'il a les deux. Ah oui, non, ah bah du coup, Ah oui. oui, non, bah dans la comorbidité trouble bipolaire, en Oui, effet, c'est plus c'est compliqué. plus Ça, je suis compliqué. d'accord. Donc, Mais trouble les anxieux troubles simple, anxieux ouais. simples, Trouble anxieux simple, c'est c'est psychothérapie. psychothérapie en premier lieu. Il y a des patients qui, en trouble anxieux simple, ont besoin d'un traitement. C'est même assez fréquent, Ah bah, mais c'est la plupart. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux, je pense, en termes de balance bénéfice-risque, Ah bon, y a pas d'y de aller doute. à fond Après, sur la psychothérapie. faut avoir une Mais il faut aller. psychothérapie qui marche, Bah, quoi. c'est ça. Faut, un, avoir un truc qui est prouvé, deux, qui est bien fait, trois, où les gens le font. Enfin, tu vois, ça commence à faire pas mal de prérequis. Et tout le monde n'a pas accès à de la psychothérapie Non. efficace, il n'y a aucun doute. Et donc, effectivement, pour moi, c'est soit vous avez fait de la TCC, soit vous n'avez pas fait de TCC, vous avez fait de la troisième vague, soit vous avez fait un truc ésotérique et pourquoi pas. Et si ça n'a pas marché, ben, médoc, hein. Ou alors, si vous n'avez pas accès, parce que la majorité écrasante des gens, dans ma région en tout cas, n'ont pas accès. Mais je pense que c'est important d'avoir des bases de thérapie, même si ça marche pas, tu vois, pour arriver à différencier. Il y a des patients, ils arrivent et ils disent ma fille vient de se faire virer de l'école et mon fils a eu un accident de voiture et je suis angoissé, je devrais pas être angoissé. Tu vois, des fois, il y a des attentes. Tu vois, il y a à mon avis, une connaissance sur les émotions de base qui doit être, à mon avis, Oui, hein, c'est maîtrisée, ça. quoi. On n'est Parce pas que du sinon, tout, il n'y a absolument pas d'obligation à traiter chaque manifestation d'angoisse. Et une bah, c'est manifestation ça. Je pense d'angoisse, qu'il faut avoir c'est la quelque base. chose de naturel. Après, on a des gens qui ont très bien compris le truc et qui vont très mal. C'est ça, oui, oui. Mais donc oui, trouble anxieux, en fonction de la définition de ce qu'on met, etc., on a 80% des patients qui se plaignent de C'est ça. ça. Et du coup, dans la comorbidité trouble bipolaire, on est d'accord, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est un peu plus gênant, ouais. Ouais, à traiter. Et je crois que je mets quasi systématiquement on se retrouve quasi systématiquement à mettre des traitements médicamenteux. Bon, en moyenne, ouais, parce que quand les puces Supplémentaires. arrivent, ils ont déjà testé. Soit ils ont déjà testé, soit ils peuvent pas le faire et du coup ils peuvent pas le tester maintenant. Enfin, Et en moyenne, la vraie bonne stabilité de l'humeur finit par aider quand même pas mal. ah oui.
Mais je parle bien d'une vraie bonne stabilité de l'humeur, pas d'un truc à peu près, pas Ouais, d'un c'est ça. truc. Ouais, Les premiers symptômes dont les gens se plaignent en phase dépressive ou en phase haute, c'est c'est l'anxiété. d'être anxieux. Donc, tous les patients sont concernés. Après, alors perso, après un traitement, je ne me reconnais pas. Je suis surprise de mon calme et de votre façon de réagir aux événements, ce qui est déstabilisant. Oui, Alors ça, c'est en je l'ai réaction mis. à ce que je disais. J'avais tort. Oui, j'avais tort. Je pense qu'il y a plusieurs réactions, mais en effet, j'avais tort. Non, non, mais il y en a qui se reconnaissent pas. Oui, il y en a qui se reconnaissent pas. Il y en a qui se reconnaissent. Ok. Pas de doute. La kétiapine, ça défonce. Oui, malheureusement, j'en suis victime. Oui, comme 70% des gens. Bah, Ça défonce tellement. 70%, t'es gentil. Ça défonce tellement que ces petits coquins dans l'étude pour faire la validation pour la MM, ils ont fait une case sédation, une case Fatigue. somnolence, une case fatigue. Ouais. Enfin, tu te fous de ma gueule. Je veux dire, Histoire de c'est répartir un qui petit peu. c'est les gars, la FDA, ils ont dit, même le comité d'éthique, ils ont dit oui, allez-y, vous pouvez faire ça, c'est Mhm. n'importe quoi, bref. Oui, malheureusement, je suis victime. Quelle est la molécule la plus proche, qui ne sédate pas autant, qui ne fait pas grossir? Existe-t-elle d'ailleurs? Ah oui, elle existe. Oui. Elle existe. Du Elle coup, existe. oui. Et tous les Pas en soirs, France, mais tous les oui. soirs, j'ai la structure chimique au-dessus du lit et je lui fais un petit bisou. C'est la lurazidone, les gars. Ça Ouais. s'appelle la lurazidone. Ceux qui ont du fric, ils peuvent faire une ordonnance comme ça, par le médecin. Puis après, ils appellent une pharmacie en Belgique ou je sais pas où, et ils se font livrer la lurazidone et jackpot. En gros, Pas pris en charge en France. pas pris en charge en France. Cela dit, la lurazidone, ça coûte pas très cher à force, parce que ça fait quand même 20 ans que c'est là, hein, entre nous. Mais vu qu'en France, on reconnaît pas que la prise de poids sous médicaments Oui, en France, on s'en est un branle. problème, bah du coup, ils ont estimé que l'amélioration du service Santé, rendu ouais. était pas bon. C'est ça. C'est-à-dire que tu as vraiment un papier de la HAS où ils te disent on s'est réunis entre potes et on a dit que pour la schizophrénie, ça n'apportait rien de neuf, donc on s'en fout. Donc on veut pas le prendre en charge. C'est trop Oui, donc classe. ils ont même pas parlé de trouble bipolaire. Non, non, parce que le labo a fait la demande pour schizophrénie. Enfin, c'est un espèce de... Après, le labo et la France, ils se font pas trop chier avec la France, honnêtement. Oui. Mais c'est un espèce de mélange d'incompétences qui donne un peu la nausée, je t'avoue, un peu la nausée. Donc, en gros, la kétiapine, la différence avec la lurazidone, c'est qu'il y a moins de prise de poids, il y a plus de manifestations motrices, donc tu as un peu plus de risque d'acathysie, L'inverse, du coup, etc. c'est la lurazidone qui a La moins de lurazidone problèmes de poids. a moins de problèmes de poids et plus de manifestations motrices. Moi, si j'avais la lurazidone, je commencerais par la lurazidone Ah bah clairement. virtuellement à chaque fois. Oui. Donc elle existe, mais on n'a pas vraiment accès en France. Et alors, s'il n'y a pas accès à la lurazidone, honnêtement, la molécule la plus proche, il y a rien qui ressemble, hein, je suis désolé. La Ah bah, il y en a il y a- plein qui ressemblent, mais elles font prendre autant de c'est poids et ça, elles sédatent ouais. autant. Il y a la clozapine, et puis même ça ressemble L'olanzapine. pas forcément. Enfin, je veux dire, moi, je trouve qu'on voit quand même la diff entre Ah bah oui, la clairement. kétiapine et le reste, on voit la diff, quoi. On voit la diff. Donc effectivement, il y a la lurazidone. Il y a peut-être des pharmacies en préparation magistrale. On est sur le coup là, mais vu qu'ils galèrent, ils sont en train de faire de la kétiapine pleine balle, donc ils n'ont pas le temps de faire de la lurazidone là, Non. le type de dépêche. Donc voilà. C'est dommage parce que la HS c'est avec votre argent les mecs, hein, donc en fait ils se foutent vraiment de votre gueule complètement. Mais bon, c'est comme ça. Pourquoi le tabac et le café sont-ils néfastes? Alors dans la Bonne liste. question, ouais. Alors Alors, sur le plan psychiatrique, j'imagine qu'on va se cibler sur le plan oui, psychiatrique parce que parce le cancer du poumon. Vas-y, réponds, comment ça? Eh ben déjà les trucs en commun, mais en fait il y a deux mécanismes dedans. Il y a le problème de l'addiction de base et puis après le mécanisme intrinsèque de la substance. Mais truc en commun, c'est l'irritabilité, le problème de sommeil et l'anxiété qui sont C'est majorés ça. à cause du tabac et de la caféine. Et C'est-à-dire, donc, si tu veux faire des attaques de panique chez un patient qui a un le trouble café, panique, tu peux lui filer de la caféine et ça favorise. ça marche super bien. Donc, pour moi, si tu as des problèmes d'anxiété, si tu as des problèmes de sommeil, tu vires le café. Voilà. Déjà, ouais. C'est peut-être un peu extrême. Il y a sûrement des gens qui peuvent tout à fait boire du café sans aucun problème. Mais quand tu as un trouble bipolaire et que tu dors mal, honnêtement, tu commences par virer le café, à mon avis. Et le tabac, je trouve qu'en moyenne, on voit plus ça sur l'irritabilité et le sommeil quand même. Bon, le tabac, c'est de la. Le tabac, c'est. Enfin, voilà. Et alors, en plus, sur le long terme, avec le tabac, il y a le problème cardiovasculaire avec, du coup, les risques augmentés largement de démence vasculaire. Donc, En fait, c'est ça, c'est que. micro-AVC dans le cerveau. Plus vieux, hein, c'est sûr, mais du coup, plus jeune probablement que ce que ça aurait dû. Et puis, du coup, ça induit des troubles du comportement. En fait, le tabac, c'est toxique.
Alors après tu peux te la jouer. Oui, la dose fait le poison. Enfin, tu vois, moi quand Oui, je me le fais mon tabac, c'est steak, toxique. je mets pas de microdose de d'arsenic. Tu vois, ça m'intéresse pas trop forcément quoi. Et en fait, le cerveau c'est un organe comme les autres, et le tabac attaque absolument tous les organes, Mm. cerveau compris. Donc les gens qui fument ont plus de problématiques de concentration, Oui, en plus. de fatigue, Mm. etc., etc. Si jamais tes cellules se font empoisonnées, elles fonctionnent Mm. moins bien, l'énergie est moins bien utilisée, et du coup, tu as virtuellement tous les symptômes psychiatriques qu'il est possible C'est ça. d'avoir. Tu as plus de risques de dépression, de machin, Mm. de ralentissement psychomoteur, de concentration, tout et n'importe quoi. Alors le café, c'est pareil, si tu dors un peu moins bien, sans forcément t'en rendre compte, tu vois, Mm. tu dors un peu moins bien parce que ta dernière dose de caféine, elle est consommée à 22 heures. Le lendemain, tu as plus de mal à te concentrer, et en fait, la caféine te foire sur la concentration. Enfin, je veux dire, puis alors, moi, il y a une espèce de pureté aussi. Moi, si jamais j'ai une équation à résoudre, je veux l'équation. Tu Oui, vois, oui. je veux une page blanche avec mon équation. Je veux pas des chiffres de partout au milieu, c'est le Mm. foutoir. Et en fait, quand tu consommes du café, ben, tu es sous psychotrope. Mm. Quand tu consommes du tabac, tu es sous psychotrope, c'est un médicament à part entière. Mm. Et du coup, si on peut éviter d'avoir des gens sous C'est médoc ça. en plus de ceux qu'on file déjà pour savoir ce qui se passe, ben, c'est quand même mieux, quoi. Et après, les Et en interactions. plus, il y a le mécanisme addiction aussi qui fait une désensibilisation à la dopamine, tout ça, là, et qui fait que petit à petit, il y a de l'irritabilité qui s'installe. Enfin, je veux dire, outre la substance intrinsèquement, il y a le mécanisme addictif qui se met en place, pas forcément pour le café, mais au moins pour le tabac la Ah bah plupart si, du pour le temps. café, il y en a, s'ils se prennent pas leur café à midi, Je dis pas tout le temps, parce que oui, c'est pas tout quand le même temps. plus Oui, bah, c'est fréquent. jamais tout le temps, mais Mais ouais, le tabac, c'est quand même vachement plus fréquent. Mais le mécanisme de l'addiction intrinsèquement rend irritable, perturbe la concentration. Enfin, si tu te fais des sevrages, moi, je me souviens de patients qui avaient pas leur clope au bon moment, bah, effectivement, c'était le foutoir. ah bah oui. C'était le foutoir. Enfin voilà, du coup, c'est des facteurs confondants, c'est des facteurs toxiques. Il y a aucun doute sur le fait que le café est moins problématique que le tabac. Il y a aucun doute sur le fait que oui, tu peux boire du café dans la journée et t'es pas forcément gêné. Mais les patients qu'on voit qui ont des problématiques d'humeur et d'angoisse et de sommeil, à mon avis, il vaut mieux pas prendre de café. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Et me sors pas 3 études Pérave où tu montres que si tu prends un café à 13h30 de la farm Nescafé ou je sais pas quoi, et que tu tiens ta tasse inclinée à moitié, tu as 10% de chance de moins de faire d'infarctus. Voilà. Ça ne m'intéresse pas du tout. Oui, Ça ne alors le m'intéresse. café, je sais qu'il y a beaucoup de controverses sur le Oui, plan tu peux tout physique. faire. Oui, mais là, moi, je Sur le prends plan psychiatrique. mental, franchement, c'est assez clair. Je Hein, c'est prends pas terrible. psychiatrique. Pour nos patients, c'est pas terrible. Et le tabac, ça attaque le cerveau avant d'attaquer les poumons. Tous les fumeurs sont concernés par le cerveau dégradé à cause de la nicotine. Alors que si t'as pas ton cancer du poumon à 80 ans, bon ben voilà, t'as gagné au jeu de la loterie, très bien. Mais tu t'es fait grignoter le cerveau, il y a aucun doute. Oui, c'est ça. Donc il faut pas se faire avoir. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur le fait de manger pendant la prise de kétiapine? Oui. Il y a écrit qu'il faut manger soit 1 heure avant, soit 1 heure après la prise du médicament. Alors c'est soit 2 heures Oui, c'est après la 2 heures prise du après. médicament. Que se passe-t-il si on prend de la kétiapine en mangeant? Oh Quelles là sont les là. données biologiques qui peuvent changer? Moi, ça me touche Si tu personnellement. demandes à un pharmacien, je pense que c'est l'apocalypse. Alors moi, ça me touche personnellement parce que je me souviens être arrivé dans les services, me rendre compte que la kétiapine n'était pas donnée pendant le Correctement, repas et avoir dit ah là là, on est nul, on on veut est dire à nul. distance des repas. C'était pas dans la distance, tu vois, elle était donnée à 18h, ils mangeaient à 18h, quoi, ils Oui, étaient pas chier. oui, on Et sait je me tous, souviens, on sait tous ce qu'on va dire, mais c'est des ouais, ils sont nuls, on est nuls, faire quelque chose, machin, c'est pas compliqué. La kétiapine, ils cherchent à la faire libération prolongée parce qu'ils voulaient la vendre libération prolongée. On a de la kétiapine libération prolongée et pas immédiate, uniquement parce que le labo a trouvé le moyen de faire des études sur l'humeur avec la libération prolongée. Mais on aurait pu rembourser la libération immédiate, c'était pas un souci. Mais non, on s'est retrouvé à rembourser la kétiapine en 2016. En France, il a fallu attendre une vingtaine d'années avant d'avoir la kétiapine. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est dingue. Avant, on n'avait aucun médoc avec la même dans la dépression bipolaire. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est scandaleux. Et après, t'as des gus qui viennent nous dire psychiatrie de précision, la France, machin, vous foutez de ma gueule, franchement. Bref. Et du coup, ils voulaient que la kétiapine, sa libération immédiate, soit prolongée. Ouais. Et pour la majorité des médicaments, les médocs se libèrent de façon prolongée, plus prolongée, s'ils sont mélangés avec le liquide gastrique et les aliments. Sauf que la kétiapine, c'est l'inverse. Il y a 2-3 médocs où c'est comme ça. Et du coup, pour la kétiapine, si tu veux le prendre libération prolongée, faut le prendre à distance des repas. En fait, faut le prendre quand le bide est vide. Donc, tu le prends soit 1 heure avant de manger. 1 heure, c'est un petit peu tôt, un peu long, mais bon, on va dire que tu as un petit peu de gastroparésie, tu mets du temps, ok.
Et après, soit 2 heures après manger. Alors, sauf si tu t'es fait un McDo triple cheese, là, 2 heures après, il y a peut-être encore plein de trucs. Oui. Et donc ça, c'est pour avoir la libération prolongée de la kétiapine. Sauf qu'en fait, nous, on n'en a rien à branler du cul, on veut la kétiapine quand on la veut au coucher. On veut pas de kétiapine en journée, on n'est pas du tout intéressé par ça. Et du coup, quand tu prends ta kétiapine au coucher, tu la prends au coucher. Si tu as mangé, pas mangé, machin, ça change pas grand-chose, tu la prends au coucher. Comment tu fais pour avoir ta kétiapine en libération immédiate? Tu la croques. Et quand tu la croques en libération immédiate, c'est magique parce que du coup, il y a plus problème de est-ce qu'il faut être agent, pas agent. La libération immédiate n'est pas vraiment impactée du tout par le fait d'être agent ou pas. En fait, elle est légèrement impactée. Il y a une herbe sous la coupe qui augmente de 25%, machin, truc. Mais vu que tu es 2 fois moins castagné le matin en moyenne, ça ne pose pas de souci. Donc en gros, la kétiapine, pour la majorité des patients, tu la prends au coucher, tu la croques. Et c'est tout. Ouais, pour la majorité. Après, il y a des patients qui ont des métabolismes un peu chelous. Il y a des patients où ça se passe pas bien. Où ça se passe pas bien et auquel cas, il faut faire des tests en fait. 1 heure avant de manger, 2 heures après, en plein milieu du repas, mais il faut manger toujours le même repas. Enfin, voilà. Alors des fois, il y a... c'est compliqué en vrai comme question, mais c'est vrai que la plupart du temps. En tout cas, la primo-prescription, quand tu commences comme ça. Après, honnêtement, là, moi, dans le cas, c'est pas des conseils médicaux, ça s'adresse à personne, c'est des généralités. Donc ceux qui ont leur kétiapine et qui vont bien, c'est très bien. Je veux dire, ils ne touchent rien, il n'y a pas de souci. Moi, perso, je prends le soir, j'en croque 2, j'en croque pas 2. 2 comme ça, je m'endors avec. Et puis les 2 autres en libération prolongée parce qu'elles sont pas croquées. Je finis ma nuit et je suis un homme heureux comme ça. Oui. Voilà. Donc les gens font un peu ce qu'ils veulent, mais il faut pas juste lire le Vidal bêtement parce qu'en en fait, on en a rien à foutre que ce soit en libération prolongée immédiate. Il y a un médecin qui a dit, il y a un médecin qui a dit sur LinkedIn là, c'est pas normal, on a que de la libération immédiate alors qu'elle n'a jamais été testée. Mais si, enfin la kétiapine, libération immédiate. C'est un médecin qui a dit ça? Ouais, tout le monde, un psychiatre, enfin, on a eu que ça pendant des années. Ils ont fait libération prolongée et personne ne prend de la libération prolongée comme ça, si tu veux. Et en fait, quand ils ont fait l'étude pour montrer que la libération prolongée était mieux tolérée, ils ont fait libération immédiate 3 fois par jour. Du coup, oui, forcément, ça défonce. Mais on a fait plein de vidéos sur ça, on en a déjà fait 2-3. Je suis bipolaire, je ne savais pas qu'il y avait une journée des troubles bipolaires. Eh ben oui, c'est normal, c'est parce que ça sert à rien du tout. C'est vraiment, ça sert à que dalle. Je l'ai appris l'autre jour aussi. Ouais, tu l'as appris. Alors que je te l'avais dit l'année dernière, donc tu l'as su et tu l'as oublié tellement on s'en fout. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça sert à que dalle. Ouais, ça sert à que dalle. Voilà, vous savez pas. Mais c'est comme la santé mentale grande cause nationale, hein, quand tu demandes aux patients, ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant parce que t'es en train de leur dire, ça vous payez, ça vous payez, et ils ont de moins en moins de trucs, donc il y a de moins en moins de dossiers MDPH acceptés. Moi, j'ai une patiente là, elle doit faire des allers-retours, il y a 2 heures de caisse, on lui pose une sonde nasogastrique, elle revient le lendemain, 2 heures de caisse, elle a plus droit au taxi parce qu'il y a plus de fric pour les taxis. Elle avait le droit il y a 2 ans et son état s'est dégradé, mais là, elle a plus le droit, va savoir. Enfin, qui tu veux que je te dise? Il y a donc des là, ruptures. Année de la santé mentale. Il y a des ruptures de psychotropes virtuellement partout. Il y a le Risperdal, l'Avenlafaxine, le lithium, la kétiapine, le Xéplion. T'arrives même plus à te souvenir de ceux qui sont en rupture tellement il y en a. Donc quand tu leur dis, au fait, c'est la santé mentale grande cause nationale, il y a ceux qui te vomissent dessus tellement ça leur donne la gerbe, et puis ceux qui sont pas au courant. Ils disent, tiens, ils sont sympas, les gens, moi. Enfin, bref. Donc, effectivement, voilà, maintenant, les gens sachent. Tu parles du cannabis, ça l'allait pour toi. Tu parles du cannabis comme étant totalement contre-indiqué. J'ai un proche sous lithium qui a supprimé somnifères et Xanax en prenant un joint de cannabis le soir. T'en penses quoi? Vas-y, lâche tout. Non, je vais juste dire que je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. C'est vrai que pour moi, le cannabis dans le trouble bipolaire, c'est une catastrophe de ce que j'en ai vu, des études. Il me semble que c'est majoritaire. Ah, les études, elles sont catastrophiques. Je sais même pas quoi dire. Toi, t'es contre, quoi. Moi, je suis contre. Voilà, elle est contre. T'es profondément. Faut pas faire ça, quoi. Elle est contre, et quand les gens, donc tu fais pas d'entretien motivationnel, tu cherches pas à comprendre le pourquoi du comment, tu leur dis non, c'est pas une bonne idée. Et après, ils assument, ils sont grands. Voilà, c'est ça, ils assument, ils sont grands. Par contre, il faut pas qu'ils espèrent avoir du méthylphénidate. J'ai une patiente qui m'en réclame à chaque consultation, mais qui veut pas arrêter le cannabis, donc. Va finir par te mentir et dire qu'elle a arrêté. Oui, mais tu feras un dépistage urinaire. Bon, donc si vous allez chez ma femme, faut pas déclarer le cannabis, hein, sinon elle vous emmerde après. C'est ça. Mais non, non, il y a que elle qui pose problème. La plupart des gens sont assez d'accord pour essayer d'arrêter quand même, parce que sur le sommeil, c'est un faux ami.
Non, moi, Ils sont franchement, horribles. Enfin, c'est un faux ami sur le sommeil, sur l'humeur, c'est une catastrophe, ça dérègle l'humeur. Pff, mais c'est- entre ça et du Xanax. Ah bah non, je suis pas fan du Xanax non plus, hein. Ah oui, bah Mais alors comment on fait? Comment on fait? Hein? hein? On voit que t'as pas de problème de sommeil, toi. Il y a d'autres solutions pour le sommeil. C'est quoi? Il y a la Dites. kétiapine. Il y a la kétiapine dans le trouble bipolaire, pour le coup, c'est Cela dit, c'est vrai que ça, complètement ça, déconnant. ça règle parfois ce problème. Enfin, je suis pas fan du Xanax, mais aussi parce qu'il y a ce petit ajout de sérotonine avec le Xanax. Ouais, à des doses un peu plus élevées, hein, mais Léger, mais on n'a voilà. pas la dose là. Et puis bah, ce côté très addictif du Xanax, pas fan non plus. Je trouve qu'il y a une grosse différence dans les gens quand ils Ah, prennent le avec le Xanax Xanax et les autres, ouais. entre le Xanax et les autres benzos. Non, il y a tout un tas d'autres somnifères qui existent. Après, ceci, voilà, entre le Xanax, le cannabis et l'alcool, je préfère pas grand-chose, hein. Enfin, je préfère quand même le Xanax parce qu'il y a moins de risques à long terme sur la santé, mais enfin, Moi, je t'avoue, franchement, j'ai des patients, on a essayé, hein. Moi, ce qui se passe, mais c'est que j'ai j'en des ai eu, voilà, patients, c'est ça, c'est qu'on on en a a eu essayé de des mettre tas. des somnifères, puis les gens, ils disent, ouais, mais franchement, je prends mon petit bédo et je me fais, et ça marche comme ça. Avant, j'en fumais 20 par jour. Moi, c'est plus le potentiel de redéconnade qui m'emmerde un peu. C'est-à-dire que si tu as déjà eu des addictions au cannabis, des problématiques addictives au cannabis, est-ce que tu as envie de traîner avec un petit cannabis qui traîne comme ça, un petit joint? Je suis pas sûr que c'est une excellente idée. Moi, c'est plus que Euh, de mon expérience, mon expérience qui est courte, hein, mais les patients sous cannabis, bah, c'est pas ceux qu'on arrive à équilibrer, quoi. Ouais, mais là, par contre, il y a une question de dose entre un joint de temps en temps comme ça. Enfin, Ah bah, là, c'est tous les soirs, quoi. cela dit, il y Tous les en a soirs, c'est un, énorme, il mais y en c'est. a un, franchement, il allait bien, et puis il allait moins bien, et il allait moins bien, et il y avait de la cocaïne. Du coup, il a arrêté la cocaïne, et il allait mieux, mais Mm. pas comme on l'avait vu. Et il y a la semaine dernière, il se pointe, et zen, le mec zen. Je te regarde, je fais putain, mais vous êtes zen, qu'est-ce qui s'est passé? Et il me dit rien. Mm. Et je fais, vous êtes sûr qu'il s'est pas passé un truc, c'est pas possible. Moi, je sais même plus où on est dans ces courses de cannabis, tu sais. Moi, les gens, ils finissent par plus me dire parce qu'ils savent que je suis pas forcément très très fan. Puis Mm. je vais pas. Alors, vous avez arrêté ou je sais pas quoi. Puis moi, j'ai pas une demi-heure pour explorer l'ambivalence à la consommation. Oui, oui, non, clairement. Et il fait, ah, mais si, j'ai arrêté le cannabis. Ouais. Et il avait pas fait le lien. Et le mec, nickel. C'est-à-dire, Non, mais, c'était enfin, radical. Donc voilà, je ouais. pense que c'est pas une bonne idée de parler en absolu. S'il y a des gens qui se sentent bien comme ça, je me vois pas leur foutre le Xanax de force dans la bouche. Je suis pas fan du Xanax non plus. Entre des psychotropes au sens large, du service du médicament classique et un joint. Parce qu'entre une kétiapine 50, tu vois, t'es stable, mais tu dors pas bien. Entre une kétiapine 50 et un joint, franchement, le plus toxique, bah moi, je pense que c'est une kétiapine 50, hein. Bah oui, Ça, oui, je suis non, mais désolé. clairement. Ça file moins le diabète que la kétia, le joint. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais ça, je serais d'accord, tu vois, chez un non bipolaire. Bah, chez un bipolaire, du coup, tu lui files de Ben la kétia plutôt qu'un joint. oui, Ah, mais là, avec c'est de que la t'as... metformine. Attends, du coup, tu files kétia, Ouais, ouais, metformine, ouais. plutôt que un joint le soir. Every time, every fucking time. Ouais, mais tu vois, là, c'est plus, là, t'as pas d'études. Ah non, j'ai pas Là, c'est d'études. plus par conviction. Ouais, c'est plus Ce par qui est pas conviction. grave, hein, on est d'accord, c'est pas grave, Non, hein. non, mais je suis d'accord. C'est... Mais enfin, moi, mon expérience avec les patients sous cannabis, c'est que ça se passe mal. Enfin, je suis désolée, et ça se passe mieux sous kétiapine. Ouais. Bah ouais, donc à partir de là, j'ai aucun patient sous cannabis qui est parfaitement équilibré. Alors peut-être que je veux pas les soigner parce que je suis bien. Je sais pas. Non, non, mais c'est vrai. J'ai aucun patient sous cannabis qui est bien équilibré et Après, il y a peut-être un facteur confondant. Est-ce que c'est pas les patients graves de base qui sont plus à risque de faire du cannabis? Mais ça, on s'en branle, ça change rien de toute façon. On bah ouais. fait pas des études là, on s'en fout de savoir Et, pourquoi. et, et moi, de mon expérience, alors j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit non, c'est pas vrai, mais bon, bref. De mon expérience, je connais personne qui regrette d'avoir arrêté un toxique au bout d'un an. Oui, oui, chaque fois je l'ai fait ça. J'ai Bah oui. personne qui m'a dit ah putain, j'aurais dû continuer. Bah, c'est ça. J'aurais dû continuer plus tôt. Alors il arrive d'avoir des gens qui reprennent, de fait, mais en général, ils regrettent un Ouais, peu ouais, non, mais d'ailleurs. c'est autre Donc, chose. ouais. Mais voilà, moi je pense qu'il y a, il y a une zone d'ombre quant à la dose Mm. sur le moment tout de suite là. Est-ce que vraiment entre un joint et des psychotropes, je sais pas, je suis pas si formel que. Enfin, je peux comprendre Mm. qu'on préfère prendre le joint. Ça me paraît être quand même un peu risqué, Mm. honnêtement. Mais voilà quoi. Donc c'est pas idéal, mais entre ça et pas dormir, je préfère qu'il dorme pas.
Je Il dort préfère pas? qu'il dorme. Ah oui, oui, bah, clairement. Et entre un cannabis Ah non, par contre, oui, et deux benzos, si le choix c'est entre cannabis et pas dormir, je préfère le cannabis, oui, très puis voilà. clairement. Puis moi, par contre, je pense que c'est important. Ce qui est important, c'est que de le dire au psychiatre, parce que là, on fait les cons, mais évidemment, on passe pas des savons aux gens quand Non, il dit oh non, je fume du bédo. je m'en fous. Mais effectivement, ça me paraît un peu risqué. Oui. Un peu risqué. Mais le Xanax, le soir, ça me paraît un peu risqué aussi. Tu finis par moins bien dormir assez rapidement, honnêtement. Mais les patients bipo, ils deviennent tolérants plus facilement que les autres. J'ai jamais vu le Xanax du soir marcher très longtemps. Moi, le Xanax du Bipo, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Voilà. Et ben c'est tout. T'as des trucs à dire? Non. Ok. Et ben à plus tard. Au revoir. Ciao.